Et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment implémenter un système d'argent dans Unity en utilisant des pièces d'or, d'argent et de cuivre. Nous allons considérer qu'une pièce d'or vaut 100 pièces d'argent et qu'une pièce d'argent vaut 100 pièces de cuivre. Alors commençons par créer un nouveau script que l'on va appeler Money. On va pouvoir ensuite éditer ce script. Dans un premier temps, nous devons choisir si on veut créer une classe ou un struct. Étant donné qu'on va travailler avec des données simples et légères, juste quelques valeurs numériques, je vais plutôt créer un type valeur, donc un struct. Nous allons maintenant pouvoir réfléchir à la façon de stocker la quantité d'argent. On pourrait utiliser trois ints pour stocker la quantité de pièces d'or, de pièces d'argent et de pièces de cuivre. Mais cette approche ne me plaît pas vraiment. Cela va rendre les calculs complexes et on utilise des ints pour l'argent et le cuivre alors que leurs valeurs ne peuvent pas dépasser 100. C'est un peu dommage. On pourrait utiliser des bytes pour l'argent et le cuivre, mais cela ne simplifie pas les calculs. Jetons un œil sur cette quantité d'argent. 1234 pièces d'or, 56 pièces d'argent et 78 pièces de cuivre. On pourrait stocker cette valeur dans un seul nombre, qui représenterait la quantité totale de pièces de cuivre. Le fait d'avoir un seul nombre va nous aider à simplifier les calculs. On va donc déclarer un seul int que l'on va appeler amount. Alors attention à la valeur maximale qu'un int peut prendre. Comme on utilise les derniers chiffres pour stocker les pièces de cuivre et d'argent, il ne nous reste de la place que pour un peu plus de 200 000 pièces d'or. Si cette limite est trop basse pour vous, vous pouvez remplacer le type int par le type long. Et dans ce cas, la valeur maximale est beaucoup plus grande. Ouais, là je pense qu'on a de quoi faire. Pour le reste de la vidéo, je vais rester sur le type int. Nous allons maintenant pouvoir ajouter des constructeurs à notre struct. Le premier constructeur ne va prendre qu'un seul paramètre, la quantité totale de pièces de cuivre. Le second constructeur, quant à lui, va prendre trois paramètres, la quantité de pièces d'or, de pièces d'argent et de pièces de cuivre. Dans ce cas, nous devons convertir ces valeurs en leur équivalent en pièces de cuivre et les additionner. Donc une pièce d'or vaut 10 000 pièces de cuivre et une pièce d'argent vaut 100 pièces de cuivre. Nous avons stocké la quantité d'argent dans une seule variable sous la forme de son équivalent en pièces de cuivre. Mais probablement que l'on souhaite afficher aux joueurs les valeurs sous forme de pièces d'or, d'argent et de cuivre. Nous devons donc implémenter une méthode publique nous permettant de retrouver ces valeurs. Nous devons donc retourner trois valeurs différentes pour les trois types de pièces, et pour cela nous allons utiliser un tuple de 3 ints. Nous allons appeler cette méthode getCoins. Pour retrouver la quantité de pièces d'or, nous devons récupérer le résultat de la division entière par 10 000, puisqu'une pièce d'or vaut 10 000 pièces de cuivre. Pour retrouver la quantité de pièces d'argent, nous devons dans un premier temps écarter les pièces d'or. Donc on ne garde que le reste de la division par 10 000. Puis on réalise une division entière par 100, puisqu'une pièce d'argent vaut 100 pièces de cuivre. Et enfin, pour retrouver la quantité de pièces de cuivre, on peut prendre le reste de la division par 100. Il ne nous reste plus qu'à retourner le tuple composé des pièces d'or, d'argent et de cuivre. Allons maintenant tester pour voir si ça fonctionne. On va créer un nouveau script monobehavior que l'on va appeler exemple. Dans la méthode start, on va créer une variable de type money, par exemple item price, et on va l'initialiser avec une valeur comme par exemple 12 pièces d'or, 34 pièces d'argent et 56 pièces de cuivre. On va ensuite récupérer ces valeurs et les stocker dans une variable appelée coins. Nous allons maintenant afficher dans la console la quantité de pièces avec un debug.log. Pour accéder aux différentes valeurs de notre tuple, on ajoute un point à la fin du nom de la variable, et nous pouvons maintenant accéder à item 1, item 2 et item 3, qui correspondent aux pièces d'or, d'argent et de cuivre. Pour tester, on va créer un nouveau GameObject et y ajouter notre script, puis cliquer sur Play. On voit dans la console que l'on récupère bien les bonnes valeurs. Alors les noms item 1, item 2 et item 3 ne sont pas très explicites. Pour corriger ça, nous avons plusieurs options. La première consiste à nommer les éléments dans le type de retour de la méthode. De cette façon, maintenant nous avons ces noms à la place d'item 1, item 2 et item 3. L'autre façon de faire serait d'utiliser la déconstruction du tuple, soit en utilisant var puis les noms entre parenthèses, comme ici var entre parenthèses gold, silver et copper, soit en spécifiant le type de chaque variable, donc ici int gold, int silver et int copper. Maintenant, essayons de créer un champ que l'on souhaite afficher dans l'inspecteur. Donc on va créer un champ privé de type money que l'on va appeler item price et ajoutons-lui l'attribut serialistField pour l'afficher dans l'inspecteur. Si on retourne dans Unity, on voit que notre champ ne s'affiche pas dans l'inspecteur. Nous devons dire à Unity que notre struct peut être sérialisé. Pour cela, nous allons ajouter l'attribut serialisable à notre struct. Cet attribut se trouve dans le namespace system, donc on peut écrire system.serialisable
ou alors ajouter le using system en haut de notre script. Nous allons aussi ajouter l'attribut serialistField au champ amount. Maintenant que nous avons corrigé ça, nous pouvons maintenant changer la valeur directement depuis l'inspecteur. Alors c'est pas très pratique, il faut cliquer sur la petite flèche pour afficher le champ et entrer la quantité totale de pièces de cuivre. Alors on peut changer l'affichage avec un property drawer, je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Dans notre script exemple, ajoutons un autre champ de type money, cette fois-ci on va l'appeler available money. Je souhaiterais maintenant afficher un message dans la console au start pour indiquer si on a assez d'argent pour acheter l'item dont le prix est dans item price. Alors on pourrait exposer la valeur de amount et y accéder pour comparer les valeurs entre elles, mais ce serait plus simple de pouvoir comparer directement les types money entre eux. Et pour faire ça, on peut utiliser les surcharges d'opérateurs. Commençons par l'opérateur inférieur à. On commence par écrire public statique, puis bool puisque le résultat de la comparaison sera un booléen, puis le mot-clé opérateur suivi de l'opérateur que l'on veut surcharger. Donc ici inférieur à. Puis entre parenthèses les deux éléments à comparer. Ici on veut pouvoir comparer les deux types money entre eux. Le premier étant celui situé à gauche du signe inférieur à, le second étant celui situé à droite du signe inférieur à. Le résultat de cette comparaison sera le résultat de la comparaison de leur variable amount. Les opérateurs de comparaison doivent s'implémenter par paire. Donc puisque l'on vient de surcharger l'opérateur inférieur à, on doit implémenter la surcharge de l'opérateur supérieur à. On peut aussi surcharger les opérateurs inférieur ou égal à et supérieur ou égal à. Maintenant que c'est fait, on peut retourner dans le script exemple et faire notre comparaison. Donc si item price est inférieur ou égal à available money, on affiche un petit message dans la console pour dire qu'on peut acheter cet item, et dans le cas contraire, on affiche un petit message dans la console pour dire qu'on n'a pas assez d'argent. On peut aussi implémenter la surcharge des opérateurs d'égalité et d'inégalité. Lorsque l'on implémente ces surcharges, nous devons aussi implémenter les overrides pour les méthodes equals et getHashCode. Alors pour la méthode equals, nous allons considérer que l'autre objet est égal s'il est aussi du type money et s'il contient la même quantité d'argent. Donc on va commencer par vérifier son type, et grâce au pattern matching, si le type correspond, on le stocke dans une variable que l'on va appeler money. Et on va ensuite vérifier si notre variable amount est égale à la variable amount de l'autre objet. Et pour la méthode getHashCode, on va simplement retourner le hashcode de notre variable amount. On peut aussi faire une surcharge des opérateurs arithmétiques. De cette façon, on peut utiliser le type money directement dans nos calculs. Par exemple, on peut implémenter une surcharge de l'opérateur d'addition. Cette fois-ci, le type de retour de la surcharge sera le type money, et on retourne une nouvelle valeur de type money qui contient la somme des montants des deux objets money. On peut faire la même chose avec l'opérateur de soustraction. On peut maintenant aller tester ça dans notre script exemple. Alors si on peut acheter l'item, si on a assez d'argent, alors on déduit le prix de l'item de available money, et on affiche l'argent restant dans la console. Alors pour le test, on va définir le prix de l'item à 1 pièce d'or et 50 pièces d'argent, et l'argent disponible à 5 pièces d'or. Si on clique sur Play, on peut voir dans la console qu'il nous reste maintenant 3 pièces d'or et 50 pièces d'argent. Donc on voit que notre soustraction a bien fonctionné. On peut aussi surcharger l'opérateur de multiplication, si on veut multiplier notre valeur money par un float par exemple. Alors ça peut être utile si on veut calculer des pourcentages de réduction chez un marchand en fonction de la réputation, des frais de commission ou encore des frais de réparation par exemple. Donc cette fois-ci, nous devons convertir le résultat en un entier, puisque le résultat de la multiplication par un float est un float. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est un nombre entier. Donc là, on peut faire soit un cast pour ne conserver que la partie entière, soit faire un round to int pour avoir un arrondi et une conversion en un nombre entier. Alors attention, ici, cela ne fonctionnera que si le type money se trouve à gauche de l'opérateur et le float à droite de l'opérateur. Puisque c'est l'ordre dans lequel on les a déclarés. On a déclaré money en premier et float en deuxième. Donc le money doit être à gauche de l'opérateur et le float à droite de l'opérateur. Donc si on veut pouvoir inverser les deux termes, donc d'avoir un float à la gauche de l'opérateur et un type money sur la droite de l'opérateur, il faut implémenter une deuxième fois la surcharge, mais dans l'autre sens. Donc avec le float du côté gauche et le type money du côté droit. Et ce sera tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez trouvé ça utile.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.